Après le journal, en seconde partie, sur la préoccupante question liée à la suspicion ambiante de fraude. Une suspicion qui s'est alourdie avec la prédiction d'un chaos à la faveur d'un camp par le détenteur du fichier électoral. Mais par quelle stratégie peut-on éviter autant que possible les fraudes dans ce processus électoral? Eh bien, on en parlera avec M. Gilbert Kingpé. Il est le président du Parti républicain pour une alternative démocratique, PRAD. Alors nous allons démarrer comme d'habitude par la revue des titres à la une des journaux parus ce jeudi à Cotonou. Ce sera juste après cette transition. Kodjouvia Metonou, bonjour. Bonjour Emmanuel Crépi. Alors vous avez déjà pu mettre la main sur quelques quotidiens béninois ce matin et l'actualité ce matin est encore abondamment marquée par l'élection présidentielle. Oui, c'est vous qui avez raison et vous aurez le temps avec les téléspectateurs de le constater. Nous démarrons donc par Actu Express de Médéric François Gongo qui titre en manchette « Géant meeting au siège de la Renaissance du Bénin, Léadi Soglo connecte la jeunesse » à Lionel Zissou depuis Conakry. Malaise au sein des soutiens d'un présidentiable, la ND en passe de tourner dos à Patrice Talon et puis tournée du général Robert Bihan dans l'Atakora sous le double signe de la paix et du consensus national pour une société de justice et de restauration des valeurs républicaines. Les judicieuses propositions du candidat syriaque Goudali, la boussole présidentielle de 2016, Nati Tengou, Boukoumbe et Tukuntuna adoptent GGR. Et puis pour distribution discriminatoire des cartes d'électeurs et autres pratiques peu orthodoxes du COS-LEPI, deux candidats saisissent la Cour constitutionnelle. La guérite, non-disponibilité des cartes d'électeurs, une combine de l'honorable Awanvoy Bla pour faire gagner Zissou, c'est une interrogation à lire à la une de la guérite. La nouvelle génération présidentielle de 2016, le phénomène Adjavon gagne Boukoumbe, Kobli et Nati Tengou. Et puis présidentielle de 2016 toujours, le DG Jacob Ichola mobilise les pasteurs des collines pour Lionel Zissou. La nouvelle tribune. Malgré les nombreuses tentatives de déstabilisation, l'UDBN tient bon et toujours engagé pour Sébastien Germain Adjavon. Impasse sur la distribution des cartes d'électeurs, le COS-LEPI dans l'illégalité, incertitude sur le scrutin. L'affiche du jour, présidentielle du 28 février 2016, le processus est déjà plombé. C'est une interrogation à lire donc à la une de l'affiche du jour. Quotidien Le Contemporain. Grogne au sein de l'équipe de campagne du roi de Coton. La NDL d'Assigli en passe de tourner dos à Patrice Talon. Le Grand Matin présidentiel de 2016. Le report du scrutin se précise. Les candidats de la rupture maintiennent la pression. Le Matin, élection présidentielle du 28 février 2016, l'UDBN est prudentieux, toujours avec Sébastien Germain Adjavon. Course à la Marina, Zissou dévoile son projet de société. Le Meilleur quotidien, supposée défection de Claudine Prudencio vis-à-vis du candidat Adjavon. Démenti formel du bureau politique de l'UDBN. L'Amazone plus que jamais engagée pour le sacre de Sébastien Germain Adjavon. Le routier. Mobilisation de militants à Alada et environ. Didier Akplogan décidé à porter Koupaki au pouvoir. Présidentiel de 2016, Akhenatonde à le soutien des femmes. L'économiste rencontre avec son électorat du littoral Patrice Talon en mode proximité. L'expression tournée de Patrice Talon dans le littoral, du charme dans la proximité pour un probable report de la présidentielle, la Sénat et les candidats en concertation ce jour. Et puis Libération, retard dans la fabrication des cartes d'électeurs. Tevoidre interpelle la conscience des gouvernants. Tournée de vulgarisation du projet de société dans l'Atlantique.
Kopaki, Adoubé, Akpomase, Ouida et Calavi. Et puis Nord-Sud, quotidien pour terminer. Tournée du candidat de la rupture dans le littoral. La méthode Talon force l'admiration. Merci Kodovia Metonou. On vous retrouvera certainement au début de la seconde partie de cette émission pour un autre point des titres à la une des quotidiens béninois parus ce jour. Mais avant, nous allons faire place au débat. La tribune libre, c'est avec nos débatteurs que nous installons avec ceci. Sika TV fait escale au Bénin. Pendant toute la période électorale, retrouvez désormais sur notre chaîne panafricaine un programme matinal dénommé 100% Bénin, exclusivement consacré à l'actualité sociopolitique au Bénin. Pendant 2 heures, la politique, les questions de société et les grands dossiers de l'heure seront décryptés avec des éditorialistes, des professionnels des médias, des acteurs politiques et membres de la société civile. 100% Bénin sur Sika, c'est une fenêtre ouverte sur l'actualité au Bénin du lundi au vendredi de 7h à 9h, heure de Cotonou. 100% Bénin, c'est désormais sur Sika, le vrai visage de l'actualité en Afrique. Selon l'Église catholique, le futur président béninois doit avoir, entre autres, une expérience avérée dans le domaine politique et de leadership. Il doit avoir une connaissance suffisante des réalités du pays, une compétence professionnelle avérée, le sens du patriotisme et de l'unité nationale. Il doit être une personne de conviction, digne de confiance, rassembleur, charismatique, efficace et visionnaire pour le pays. Avec Benjamin Honoré Naoum, on fera le décryptage de ce portrait établi par l'Église catholique du Bénin. Il est journaliste et rédacteur en chef de Radio Soleil FM qui émet à Cotonou au Bénin. Bonjour Honoré et merci d'être sur ce plateau. Bonjour à vous et bonjour à ceux qui nous regardent également. On le fera également avec Marcel Zoumenou, journaliste et rédacteur en chef du quotidien béninois d'information et d'analyse La Nouvelle Tribune. Bonjour Marcel et merci d'être avec nous. Bonjour Emmanuel. Alors Honoré Naoum, je me tourne vers vous. Ce n'est pas chose fréquente, mais une fois encore, l'Église catholique est intervenue sur une question politique au Bénin. C'est à cause de l'environnement politique. Vous voyez très bien que les partis politiques ont purement et simplement échoué, où vous voyez des gens qui sont des économistes ou bien qui sont dans le monde des affaires, et qui sont obligés aujourd'hui de revenir un tant soit peu dans le domaine politique pour pouvoir, bien entendu, impacter la société. Donc quand vous êtes dans ce flou total où vous avez des partis politiques qui ne peuvent même pas désigner un candidat, je crois que dans la société, il y a des voix qui peuvent se lever pour dire, au moins, si vous êtes incapable de nous proposer des candidats pour cette présidentielle, acceptez tout au moins que nous puissions vous dire que pour que ce Bénin se porte mieux, il faut telle configuration. Et je pense que c'est ce rôle-là que l'Église a joué en essayant un tant soit peu de fixer un peu les normes. Ces normes-là ne s'imposent à qui que ce soit. Les citoyens béninois sont libres de suivre ces normes-là pour pouvoir choisir le futur président de la République. Mais je prends ça comme une orientation que l'Église donne et nous interpelle tout simplement pour dire si vous voulez un Bénin meilleur, si vous voulez un Bénin mieux gouverné, voilà le type d'homme qu'il faut pour la tête de ce pays. Moi, j'ai l'habitude de dire que nous voulons pour ce pays un manager. Ça veut dire qu'un homme qui est en mesure de gérer une équipe, de distribuer les rôles et de rester derrière pour voir si ces missions-là confiées à ces hommes sont tout simplement atteintes. Et donc, c'est là-dessus qu'il faut aujourd'hui travailler. Ce sont des orientations pures et simples. Et si vraiment on peut trouver un homme qui se retrouve, parce que toutes les qualités qui ont été évoquées, c'est pas évident de les avoir. Quand vous prenez un type d'homme ou bien tous les candidats qui sont en lice aujourd'hui, est-ce que tous les candidats, est-ce que parmi eux, parce qu'on ne dira pas tous les candidats, est-ce que parmi eux, on a des hommes qui remplissent entièrement toutes ces conditions-là? Je crois que c'est un gros point d'interrogation, mais on prend ça comme une orientation et il faut l'accepter comme tel.
Marcel Zoumeno, l'Église catholique dit que le prochain président doit avoir une expérience avérée dans le domaine de la politique et du leadership. Il doit avoir une connaissance suffisante des réalités du pays, une compétence professionnelle avérée, le sens du patriotisme et de l'unité nationale. Il doit être une personne de conviction, digne de confiance, rassembleur, charismatique, efficace et visionnaire pour le pays. N'est-ce pas là un portrait d'un homme un peu trop parfait? Oui, bon. Trop parfait. Non, je trouve que l'Église est un peu exigeante, disons exigeante dans le choix du leader. Et je trouve que c'est une bonne chose parce que nous avons vu par le passé tout ce qui s'est passé dans notre pays. Et c'est le rôle de l'Église en tant que une structure qui donne l'éducation aux citoyens, de les orienter dans le choix du prochain chef de l'État. C'est vrai que l'Église n'a choisi personne et elle ne pourrait même pas le faire, mais l'Église aide seulement les citoyens à regarder dans le lot de tous les candidats que nous avons en lice celui qui répond. C'est vrai que c'est très difficile de trouver quelqu'un qui pourra répondre à tous ces critères. Je crois que ça fait une douzaine, sinon une quinzaine de critères. Mais bon, si dans le lot on peut déjà trouver certains candidats ou bien un candidat qui peut réunir l'essentiel des critères, je crois qu'il pourrait avoir le choix des citoyens. C'est aux citoyens de regarder dans les critères et de faire son choix. Je voudrais rappeler que l'Église, depuis un certain moment, a choisi de ne plus se consacrer uniquement au problème de la foi, de la doctrine, de la propagation de l'Évangile, parce qu'elle est dans une société et tout ce qui se passe dans cette société influence également l'Église. Et donc le fait que l'Église donne des orientations n'est pas pour autant nouveau et n'est pas une initiative à décourager. Moi je trouve que c'est quelque chose que nous devons encourager, surtout dans la confusion actuelle où personne ne sait ce qu'il faut, ce qui va se passer, dans la confusion où on ne sait pas réellement quel choix faire et où un ou deux hommes ne mèchent pas du lot, c'est presque tous les candidats se côtoient. Donc je trouve que c'est une bonne initiative, c'est une bonne décision que l'Église a prise d'aider les citoyens à faire un choix. Alors Marcel Zoumeno, l'Église n'intervient sur des questions politiques que lorsque cela paraît strictement nécessaire. Est-ce que cela voudrait dire que cette intervention de l'Église en faisant un porteur au bord révèle le caractère déterminant que doit porter le choix du futur président du Bénin? Oui, le choix d'un leader, le choix d'un président de la République, c'est déterminant pour un pays. Puisque c'est celui qui a la responsabilité du pays pendant 5 ans tout au moins. Et donc, pour ce genre de choix, il ne faut pas faire de l'à peu près. Il faut que nous soyons exigeants sur le choix de celui qui doit nous diriger. Et sur ce point, je suis d'accord avec l'Église parce que nous avons vu par le passé, dans le passé, que beaucoup de Béninois ont dit après, nous nous sommes trompés. J'ai vu des leaders politiques de très haut niveau qui sont venus nous dire après, nous nous sommes trompés dans le choix que nous avons fait en 2006. Fort de cela, je trouve qu'il est important que nous soyons exigeants et que l'Église pose des critères, un lot de critères qui puissent aider réellement les citoyens à faire ce choix. Parce que celui que nous voulons choisir, comme je le disais tout à l'heure, c'est celui qui a la destinée du pays pendant 5 ans. Il en fait ce qu'il veut. La Constitution lui donne assez de pouvoir, surtout dans le cas du Bénin, lui donne assez de pouvoir. Et donc, si nous ne pouvons pas être en mesure de contrôler un peu, de savoir un peu quelle est la nature de la personne, quel est son profil, quel est son parcours, qu'est-ce qu'il peut faire pour le pays, et si nous ne pouvons pas anticiper sur les dérapages, les erreurs que ce personnage aura à faire, nous aurons commis une grande erreur. Et je trouve qu'il est très bon que des structures organisées, que des structures du corps social comme l'Église puissent choisir d'aller dans ce sens pour nous aider. Et je voudrais rappeler que dans le cadre de l'histoire politique du Bénin, tout au moins depuis 1990, l'Église a joué des rôles très déterminants à des époques très importantes de l'histoire du Bénin. En 90, on sait le rôle que l'Église a joué et à chaque fois, nous voyons cette inclusion, ne serait-ce que ponctuelle de l'Église dans le domaine, dans le champ politique pour nous aider à choisir le bon chemin. Je trouve que c'est louable.
Alors, Honoré Naoum, l'Église a dressé une très longue liste de critères. Selon elle, le président doit avoir, entre autres, une expérience politique avérée et de leadership, bien entendu. Mais le problème, c'est que lorsqu'on prend la plupart de ces candidats qui arrivent à se hisser du lot aujourd'hui, ce sont des personnalités qui font à peine leur entrée sur la scène politique aujourd'hui, véritablement. Oui, je suis d'accord avec vous. Et n'oubliez surtout pas que ce sont des gens quand même qui ont côtoyé le milieu politique. La preuve, les acteurs politiques eux-mêmes, ils ont dit, voilà des hommes qui nous ont financés tout le temps. Quand vous prenez par exemple le cas des opérateurs économiques, c'est des gens qui ne se sont pas affichés politiquement, mais qui étaient restés dans les couloirs de la politique. Ça veut dire que ce sont des gens qui ont joué dans la sphère de décision, mais dans le noir, en arrière-plan. Donc on ne peut pas dire aujourd'hui que Sébastien Javon, Patrice Talon, quand vous prenez Irénée Koupaki et bien d'autres, ce sont des gens qu'on a vus sur le plan technique peut-être, mais en réalité qui ont joué un rôle important sur le plan politique. Donc ce sont des gens, en vérité, on ne peut pas dire que ce sont des nuls en politique. On ne peut pas le dire. Ce sont des gens qui vraiment ont œuvré sur le plan politique. Ce sont des gens qui ont travaillé même dans la rédaction de certains décrets pour ce pays. Donc, si vous observez bien, ce sont des gens qui ne se sont pas affichés politiquement, mais qui ont quand même les b.a.-ba sur le plan politique. Donc, l'Église qui parle de la connaissance de la chose politique ne se trompe pas. L'Église qui parle, par exemple, de l'efficacité, ça veut dire que quoi? Il faut voir la personne d'abord à l'œuvre. Il faut d'abord se poser la question de savoir, mais ce monsieur qui a occupé telle responsabilité ou ce monsieur qui dirige telle structure, est-ce que vraiment il a eu de l'efficacité dans son affaire? Parce que même au-delà de cette efficacité, on peut parler d'efficience. Les économistes vont vous dire, bon oui, vous avez atteint votre objectif, mais quels moyens vous avez utilisés? Celui qui a utilisé 100 francs par rapport à celui qui a utilisé 200 pour atteindre les mêmes objectifs, on prend celui qui a utilisé 100 francs. Donc c'est là on parle d'efficience. Donc aujourd'hui, l'Église nous demande de regarder tous les candidats qui sont en lice là et de les observer. Est-ce qu'ils ont une vision pour ce pays? C'est d'abord une première préoccupation. Martin Luther King a dit quoi? I have a dream. J'ai un rêve pour les États-Unis. Et aujourd'hui, les États-Unis ont fait rêver le monde entier. Donc, qu'est-ce que cet homme-là, qui veut diriger le Bénin, qu'est-ce qu'il veut faire de la capitale de notre pays? Qu'est-ce qu'il veut faire des secteurs économiques clés de notre pays? Qu'est-ce qu'il veut faire pour véritablement améliorer les conditions sociales de ce pays? Ça veut dire que les Béninois doivent l'observer et observer tous les acteurs qui sont en lice pour chercher la crème. Parce qu'on vient de le dire, il n'y a pas cet homme-là en mesure de remplir toutes ces conditions, mais il faut savoir celui qui remplit le maximum de conditions et le mettre là, et surtout garder la pression sur lui. On ne choisit pas un homme et on va dormir. L'homme reste ce qu'il est. L'homme a été conçu par Dieu, mais avec des vices, avec tout ce que nous connaissons. Mais c'est la société qui doit nécessairement avoir un regard. Il ne suffit pas seulement d'identifier la perle rare, mais d'accompagner cette perle rare-là à réaliser les objectifs de développement pour ce pays. On voit par exemple à l'Assemblée nationale, il y a des moments où on dit on refuse de voter telle loi parce que tout simplement on n'est pas d'accord, on n'est pas du même bord avec le président. Normalement, ça ne devrait pas être le cas. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est d'analyser, d'observer. Est-ce que cet homme qui veut nous gouverner, est-ce que d'abord nous le connaissons? C'est la première chose. Parce que quelqu'un que vous ne maîtrisez pas et que subitement vous décidez d'avoir confiance en lui, ça pose un problème. Ça veut dire que vous voulez le voir à l'œuvre. Vous voulez l'observer avec la prise du pouvoir. C'est qu'on va voir ce qu'il peut faire. Non, ça ne devrait plus être le cas aujourd'hui au Bénin. Ce qu'il faut faire, c'est quoi? Ce monsieur, il a posé tel acte dans tel domaine. Et nous pensons que véritablement, si on lui donne ce pays,
il peut transformer le pays. Parce que c'est ce qu'il faut faire aujourd'hui. D'abord, les bases ne sont pas solides. Les bases de notre pays ne sont pas solides. On peut sombrer à tout moment. Donc, il faut tout simplement inviter les citoyens à avoir les yeux grandement ouverts et de dire, voilà, c'est celui qu'il faut. Et nous devrions tous parler. Ce n'est pas seulement le rôle des journalistes, ce n'est pas seulement le rôle des acteurs de la société civile, comme nous disons traditionnellement, parce qu'il faut chercher à savoir si vraiment ils sont de la société civile. Ce n'est pas également le rôle des acteurs politiques qui peuvent nous induire en erreur, mais c'est le rôle de chaque citoyen de prendre un individu, de le dépouiller avant d'aller dire « je vote pour lui ». Alors Marcel Jomenon, quand l'Église catholique dit d'avoir d'expérience politique avérée, mais là, est-ce que vous les voyez, ceux qui aujourd'hui sortent la tête du lot, remplissent ce critère? Non, dans le lot, il n'y a pas évidemment beaucoup de candidats qui répondent à ce critère. Mais moi, je suis surpris que l'on focalise l'attention sur les deux hommes d'affaires les plus en vue, Patrice Talon et Sébastien Adjamon, qui, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, sont des gens qui étaient dans l'antichambre des hommes politiques depuis 1990. Patrice Talon, le nom Patrice Talon est cité dans presque toutes les élections, et il a joué à chaque fois des rôles déterminants. Il est resté dans l'antichambre des hommes politiques, il connaît comment les manœuvrages se font dans ce domaine. Quand vous prenez Sébastien Adjamon, c'est la même chose. C'est quelqu'un qui est resté très proche d'un parti, et qui a travaillé pour ce parti, qui a même, à des moments donnés, participé à des tractations. C'est vrai que ce ne sont pas les premiers acteurs visibles. Et donc, vous pouvez, même s'ils ne sont pas des acteurs politiques, même s'ils n'ont pas des mandats politiques, on suppose, on peut même dire qu'ils sont des hommes politiques, puis ils ont touché à la chose politique. Mais par contre, il y a un grand nombre d'autres candidats qui non seulement ne sont pas restés dans l'antichambre des hommes politiques, mais n'ont aucun mandat politique. Regardez sur la liste, vous ne verrez pas assez de députés, par exemple, vous ne verrez pas assez du maire, par exemple. C'est des gens qui viennent du néant, qu'on découvre le jour où ils ont déposé le dossier. Et ceux-là, les situations m'inquiètent beaucoup plus que les deux sur lesquels on focalise l'attention pour dire qu'ils n'ont pas d'expérience politique. Vous savez, le poste de président de la République est un poste éminemment politique. Parce que vous dirigez des acteurs politiques et vous dirigez des institutions politiques. Et on ne peut donc pas confier une si grande responsabilité à quelqu'un qui découvre la gestion des choses politiques au plus haut sommet de l'État. C'est tout comme si dans un couvent, vous confiez le plus grand poste, la plus grande responsabilité dans un couvent au dernier initié. Ça pose un problème. Et Barack Obama, c'est d'abord le sénateur de l'Illinois. Et les Américains l'ont connu à ce poste de responsabilité, c'est sûrement. D'abord activiste. Activiste. Et c'est le sénateur de l'Illinois qui a séduit la plupart de l'électorat américain. Quand vous prenez François Hollande, il a été maire de Tulle en France. Et il a été longtemps député à l'Assemblée nationale. Et à ce niveau de responsabilité, les gens les ont vus faire, les gens les ont observés. Et les gens ont pu savoir quel genre de personnages ils sont. Au point où quand ils arrivent au pouvoir, les gens ne sont pas surpris en disant « Ah, mais nous ne savons pas qu'il allait faire ça. Ah, et on ne le connaissait pas assez. » Et donc, nous devons tirer une leçon de tout ce qui nous est arrivé, tout au moins ces 10 dernières années, pour choisir quelqu'un qui est un acteur politique et qui a une expérience qu'on a vu faire, qui est resté à l'œuvre, qui a occupé des postes de responsabilité et dont on est plus ou moins sûr des actes qu'il pourrait avoir posé une fois devenu président. Et c'est pourquoi je trouve que ce critère, parmi les critères, l'un des critères les plus importants aujourd'hui, malheureusement, on n'y accorde pas la plus grande attention. Alors, un autre critère très important, et je crois là, je me demande si l'Église catholique n'a pas mis le pied dans le plat, c'est que le futur président doit avoir une connaissance suffisante des réalités du pays, que ce soit les réalités géographiques, les réalités historiques, les réalités socio-anthropologiques. Bon, l'Église n'a pas mis les pieds dans le plat. Et je trouve que c'est aussi un bon critère, puisque pour diriger un pays, il faut le connaître, comme on le dit. Il faut connaître ce que vous voulez gérer. Il faut connaître le Bénin, il faut connaître son histoire, il faut connaître sa géographie, il faut connaître les acteurs politiques, il faut connaître
j'irai même au-delà de l'instinct béninois, de ce qu'on appelle la béninoiserie. C'est tout cela qui fait le Bénin. Il faut connaître un peu de tout ça là si vous voulez faire un bon président. Si vous ne connaissez rien de tout ça, mais vous serez planté, vous serez surpris quand vous serez aux affaires, puisque vous aurez face à vous des Béninois avec leurs pratiques quotidiennes, avec leur mentalité, avec leur histoire, avec leurs problèmes. Et si vous ne connaissez rien de ça, je ne suis pas sûr que vous pouvez faire un bon président. C'est pourquoi ceux qui parlent de la connaissance du pays ont raison de le dire. Mais je voudrais dire qu'on peut avoir une connaissance théorique de toutes ces choses. C'est-à-dire, j'ai jamais vécu au Bénin, j'ai jamais pratiqué, mais j'ai peut-être lire dans les choses là. Mais là, celui qui a une connaissance théorique n'a pas forcément les mêmes avantages, les mêmes atouts de réussite que celui qui est resté dans le système et qui a évolué dans le système et qui connaît les dates, qui les a pratiqués tout le temps. C'est ce que je voulais dire. Honoré Benjamin Naoum. Oui, sur la question, je voudrais vous donner un exemple. Il y a un ministre de la République, il n'est plus en fonction aujourd'hui, qui a été un jour scandalisé. Scandalisé, il a failli même couler des larmes. Dans une mission, il est allé dans une région proche du Nigeria. Des Béninois étaient en train tout simplement de parler anglais. Je vous dis des Béninois qui parlent anglais, qui ne savent rien de notre langue officielle de travail, qui vont à l'école au Nigeria. Mais je vous dis, ce sont des Béninois. Mais il était scandalisé. Donc quelqu'un qui doit diriger le pays, qui ne maîtrise pas ces réalités, qui se retrouve du jour au lendemain face à ces réalités, il se demande, mais qu'est-ce que je fais? Il faut connaître effectivement certaines réalités. On ne vous demande pas d'aller prendre les dictionnaires pour lire, non. Il faut aller sur le terrain, il faut aller au contact des populations. Et vous voyez aujourd'hui, il y a des acteurs qui sont en lice, mais qui parcourent le pays, qui sont en train d'aller à la rencontre des populations pour d'abord les écouter. Mais ça, c'est un travail à faire nécessairement. Si vous voulez diriger un pays et vous restez à Cotonou, vous dormez dans votre lit et après vous dites, bon, j'ai pu faire deux, trois communes, je vais être... Non, c'est pas sérieux. Il faut aller dans les profondeurs. Mais il faut connaître Boycon. Il faut aller à Parakou, Malanville, au fond. Même quitter Cotonou et aller juste à côté, à Kpakpa, rentrer dans la Kpakpa. Vous allez connaître ce que c'est que les poches de pauvreté. Ce n'est pas que je suis en train de stigmatiser un quartier, mais de la même manière, aller à Djidje, il y a des poches de pauvreté pas possible. À Cotonou ici, que des candidats, je vous jure, ne maîtrisent pas. Ils ne savent rien de ce que les gens vivent et ils veulent être président d'un pays. Je crois qu'on doit être sérieux nous-mêmes pour dire à ces gens-là, attendez, peut-être demain c'est votre tour, mais aujourd'hui, il y a des gens beaucoup plus aptes pour diriger ce pays et ce sont eux qu'on doit nécessairement appeler pour diriger la nation. Merci à vous, Marcel Jumeno, merci Honoré Benjamin Naoum, merci d'être passé sur ce plateau avec vos différentes analyses. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour la première partie de cette émission. Nous y renvoie du côté de la rédaction pour le journal L'Information et nous revenons juste après.